L'actualité à la une. Ce matin, les consuls honoraires appelés à promouvoir l'investissement étranger au Burkina. C'est le message que le Premier ministre leur a adressé ce matin à l'ouverture de la 3e conférence des consuls. Ils doivent imaginer de nouvelles possibilités de financement pour le pays. À suivre dans ce journal. Dans ce journal aussi, on parle de la santé des enfants avec cette sonnette d'alarme de l'ONG Save the Children. Elle plaide pour l'accès de tous les enfants aux soins de santé. Explication tout à l'heure. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les consuls honoraires doivent mobiliser des investissements étrangers pour notre pays. Voici la mission que le gouvernement leur a donnée cette année. Dans chaque poste, chacun est appelé à imaginer de nouvelles méthodes de mobilisation de fonds pour le Burkina. Le Premier ministre en personne est allé livrer le message ce matin. Lazare Pouya. Consécutive, les consuls honoraires du Burkina à l'étranger sont encore là. Cette fois et à l'occasion de leur 3e conférence, ils ont choisi d'échanger sur leur rôle dans la promotion des investissements étrangers au Burkina. À travers leur doyen Michel Palnès, consul honoraire du Burkina à Perpignan en France, ces consuls honoraires espèrent bénéficier des informations fructueuses qui sortiront de ces échanges. En tant qu'avant-garde des actions de plaidoyer et premier facilitateur de contact entre les États, les consuls honoraires sont des maillons incontournables dans le dispositif diplomatique. C'est pourquoi le Premier ministre Béon-Luc Adolphe Thiaw a convié tous les parents à examiner sans complaisance toutes les stratégies de mobilisation de ressources et des investissements pour le Burkina. La présente concertation avec les consuls honoraires s'inscrit dans le cadre du processus d'édification d'une société burkinabé prospère et stable. Celle-ci est d'autant plus indispensable que le contexte de conjoncture économique mondiale difficile nous impose d'examiner toutes les options stratégiques de mobilisation de ressources et des investissements étrangers en faveur de notre pays. En effet, ce contexte d'austérité a contraint bon nombre de pays, initialement grands bailleurs de fonds, à remettre en cause les acquis en matière de politique d'aide au développement. Dans un contexte marqué par des crises financières, le Premier ministre a invité les consuls honoraires à travailler à combler cette difficulté et à imaginer de nouvelles possibilités de financement pour le Burkina. S'inscrivant dans la logique de la consolidation de la bonne gouvernance économique, Béon-Luc Adolphe Thiaw a signifié que le thème de cette conférence doit permettre aux participants d'envisager d'autres pistes de solutions pouvant contribuer à relever le défi du développement. À travers le thème retenu pour la présente session de votre conférence, à savoir « Rôle des consuls honoraires dans la promotion des investissements étrangers au Burkina Faso », nous souhaitons nous enrichir de vos expériences multiples et diversifiées pour le développement socio-économique du Burkina Faso et la consolidation de nos acquis diplomatiques. Votre conférence, à l'image de celle des ambassadeurs, se veut donc un cadre d'échange et de renforcement de l'action diplomatique de notre pays, mais également une occasion pour vous de vous ressourcer et d'actualiser vos données en ce qui concerne les recadrages opérés dans notre politique de développement. Pour cette 3e rencontre de 3 jours, les consuls honoraires du Burkina à l'étranger auront droit à plusieurs communications. Et ces consuls pourraient, par exemple, trouver des investisseurs pour le pôle de croissance de Bagré en chantier dans le centre-est. Mais en attendant, des élus viennent de séjourner dans la région avec une idée en tête, s'informer sur la pêche et l'aquaculture. Ils en ont profité pour visiter des sites et échanger avec des acteurs de terrain. Anna Lusikiri. Mardi 22 octobre, il est 12h environ, quand les députés de la Côte, la Commission du développement économique et de l'environnement, accompagnés par le personnel administratif, arrivent à Tinkorgo, dans la région du Centre-Est, d'où ils rejoindront Bagré. Accueillis par des responsables de Bagré Pôle, dont le conseiller technique du directeur général, ils échangeront pendant quelques instants sur les différentes activités qui sont menées autour du barrage hydroélectrique et qui touchent à l'agriculture, à l'élevage, à l'environnement et à la pêche. Une visite guidée conduira les élus nationaux sur les périmètres de la rive gauche où sont installés de petits et de grands exploitants, à la rizerie Ouenkota, au marché des transformatrices de poissons et au centre de production piscicole. Ce qui nous a beaucoup touché, c'est la manière dont Bagré Pôle est en train de naître, est en train de se développer et en train de se mettre en évidence pour servir de pôle d'attraction et pour servir aussi de pôle d'expérience. La demande nationale est satisfaite au tiers.
par la production nationale. Ce n'est pas normal. Les 2 tiers sont comblés par les importations. Donc ça, il y a un manque à gagner sur le plan économique que nous devons combler au premier chef, les acteurs, le gouvernement qui peuvent appuyer. Et nous les encourageons à aller dans ce sens. Malgré les difficultés qui ne sont pas insurmontables, il y a de bonnes perspectives à Bagré de l'avis des membres de la Commission du développement économique et de l'environnement. Il faut étendre ce projet-là dans tous les plans d'eau où il est possible de pratiquer et la pêche et la pisciculture. Nous avons causé avec les pêcheurs, les acteurs, mais ils ont dit qu'au bout de leurs activités, mais quand même, ils engrangent quelque chose. Ils ne sortent pas perdants dans leurs opérations. Après l'adoption du projet de loi sur l'exonération en matière d'investissement par la représentation nationale, les députés pourraient solliciter de la part du gouvernement des efforts supplémentaires pour permettre au sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture d'être plus rentable et de contribuer au développement de Bagré et des localités où sont menées des activités similaires. La mission d'information des parlementaires de la Côte s'est poursuivie dans la région de l'Est. Comme Gawa et Dori ces dernières années, Dédougou aura bientôt son école nationale des enseignants du primaire. En visite dans la région, le Premier ministre est allé voir le chantier. Il a aussi visité une école privée en construction. Maxime Zongo, reportage. En cette période de rentrée des classes, tout ce qui peut contribuer à apporter du renfort au système éducatif en pleine extension ne peut laisser indifférent. Le chef du gouvernement, en tournée dans la région, beaucoup du monde a tenu à inscrire au programme la visite de nouveaux sites stratégiques en construction dans la région, notamment l'ENEP de Dédougou et une école privée de santé. Je constate que les travaux quand même ont beaucoup avancé, même si nous ne serons pas dans les délais, parce que nous pensions pouvoir démarrer le cours à cette rentrée scolaire. Mais au regard donc, de ce que je viens de constater, je pense qu'il faut vraiment objectivement dire que ça ne sera pas prêt avant début janvier. Ceci étant dit, je vais instruire le ministre de l'Éducation nationale pour voir avec le gouverneur si on peut trouver des salles à Dédougou pour qu'au moins les cours commencent dans l'attente que ce chantier soit terminé. Néanmoins, en tout cas, je salue l'avancée de ces travaux et je pense que nous allons avoir ici vraiment une très belle école qui me réjouit beaucoup. Je suis allé aussi voir l'école de santé Saint-Edwige. C'est une école privée qui forme le personnel d'appui dans le domaine de la santé. C'était simplement aussi pour encourager la promotrice parce qu'elle a déjà une école à Ouaga. C'est un complément à l'action du gouvernement. Avant d'aller apporter ses encouragements aux acteurs de l'éducation et leurs partenaires sur le terrain, Luc Adolphe Tiao et la délégation qui l'accompagne se sont rendus au domicile du chef coutumier de Dédougou pour une visite de courtoisie. Très sensible à cette démarche, ce gardien de la tradition n'a pas manqué de formuler d'abondantes bénédictions au chef du gouvernement et à l'ensemble de la délégation. Cette année encore, le Trésor public met un emprunt obligataire et pour que le public adhère à la campagne, une campagne d'information est en cours. À Bobo Dulasso, le directeur général et ses collaborateurs ont rencontré les opérateurs économiques et leur ont demandé une pleine adhésion à l'opération. Karim Sissé. Le gouvernement burkinabé, à travers certaines réformes ces dernières années, veut permettre au secteur privé de jouer un rôle majeur dans le financement de l'économie. Et l'emprunt obligataire, lancé le 2 octobre dernier, est l'une de ces réformes. C'est une opération qui consiste à impliquer les opérateurs économiques et les citoyens burkinabés à l'effort de construction du pays à travers une souscription d'au moins 10 000 francs CFA. C'est vrai qu'il y a des institutionnels qui sont les banques, les grosses sociétés, mais l'intérêt c'est que aussi le grand public puisse avoir la possibilité de pouvoir souscrire. Donc c'est pourquoi on a fait l'option de faire par voie d'appel dans l'épargne. Donc pour les opérateurs économiques de Bobo pour lesquels nous sommes là aujourd'hui, c'est les amener à s'intéresser, à donner leur contribution sur le financement des projets d'investissement de l'État. Donc chacun à sa façon, le grand public, les opérateurs économiques peuvent contribuer à faire en sorte que
10 000 francs, 10 000 francs, selon chacun de ses possibilités, de pouvoir contribuer en tout cas à financer les produits d'investissement inscrits au budget de l'État. Le projet s'étalera sur une période de 7 ans, dont 2 ans de différé, et le montant recherché par l'État est de 55 milliards de francs CFA. Le taux d'intérêt annuel est de 6,50%. Ça veut dire que lorsque vous achetez une obligation à 10 000 francs, l'année, vous avez 650 francs. Donc tous les 6 mois, 325 francs. Le remboursement se fait sur 7 ans, avec 2 ans de différé, c'est-à-dire pendant les 2 années, le remboursement du capital n'est pas réalisé, mais on vous paye vos intérêts. Donc, comme je l'ai dit, c'est 6,5 net, ça veut dire que vous n'avez pas d'impôt à payer sur le revenu de ces obligations. Ce sont des obligations qui vont être cotées à la bourse, ce qui vous permet, à un moment donné, si vous voulez vendre vos obligations, de pouvoir les vendre très très facilement, sans aucun problème. Ce cas d'échange a été unanimement salué par les opérateurs économiques de la ville de Sia. Des opérateurs qui n'ont pas manqué de poser des questions en vue d'en savoir plus sur cette opération. Voici 25 ans qu'une association s'est donnée pour mission d'accompagner les populations de l'Est. Après un quart de siècle, Tintois fait le bilan de ses actions. Acquis et insuffisances, voici ce qui devrait donc éclairer les actions du futur. Osval Gaëtan Segueda. Après 25 ans d'existence, l'ONG Tintois marque une halte avec ses partenaires pour s'auto-évaluer. Le chemin a été long, des mutations sociales en cours et Tintois veut se définir une vision actualisée pour l'avenir. Quand l'environnement évolue, l'institution doit aussi évoluer pour effectivement que les réponses qu'il donne aux questions que posent les populations correspondent effectivement à ce que l'on attend de lui. Après 25 années pratiquement de travail, on peut s'essouffler. Donc les contributions des participants peuvent nous amener à réorienter nos activités en fonction toujours des besoins des populations. À l'heure de la capitalisation des expériences, Tintois a enregistré plusieurs acquis dans la promotion de l'alphabétisation et de l'éducation bilingue. Au niveau de l'Est, la région de l'Est, on ne peut plus douter de l'apport inestimable des actions de l'ONG Tintois, que ce soit en matière d'offres d'alphabétisation et d'éducation non formelle, que ce soit en matière de promotion de l'environnement lettré, et que ce soit au niveau même de l'autonomisation et de la promotion des populations qui arrivent à avoir un emploi grâce aux activités d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Tout cela, c'est des apports qui méritaient d'être capitalisés. Cette évaluation aux côtés des partenaires devrait permettre à Tintois de recadrer certaines actions et prendre un nouvel envol dans la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme en milieu rural. Autre point de l'actualité ce matin, la course pour la survie de l'enfant. C'est un concept qui a été lancé par l'ONG Save the Children pour tirer la sonnette d'alarme sur l'accès aux soins des tout-petits. Selon les chiffres, cette frange de la population est souvent écartée des offres de soins du fait de la pauvreté. Ismaël Sirima et Adama Koulibaly. Explication. Un enfant meurt toutes les 5 secondes, soit près de 18 000 par jour dans le monde de causes évitables selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui inquiètent l'ONG Save the Children. Ainsi, en cette journée consacrée à l'accès universel à la santé, l'ONG a tenu à signaler les causes réelles de cette mortalité infantile. Lorsqu'on parle de barrières financières pour l'accès aux soins, ceci est réel. Et dans un pays où un peu plus de 40% des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et l'expérience que nous avons actuellement, comme je l'ai dit, dans la région du Centre-Nord, prouve que si nous levons cette barrière financière, nous allons réduire significativement les décès des enfants de moins de 5 ans. Selon les responsables de Save the Children, ces objectifs peuvent être atteints grâce à l'assurance maladie universelle. Le problème, c'est vraiment la solidarité de tous les Burkinabés. Nous avons vu un pays comme le Kenya, le Rwanda, où tout le monde paye l'assurance. Évidemment, ceux qui sont salariés, ils sont capables de payer. Et cette assurance couvre l'ensemble de tous les membres du pays. En marge de cette cérémonie, un sprint relais dénommé Course pour la survie de l'enfant a été organisé au profit des élèves de la ville de Ouagadougou. Une activité sportive qui vient interpeller les décideurs au sujet des enfants qui meurent à cause de la pauvreté.
La Société des gens de l'écrit et du savoir fait sa rentrée ce 25 octobre. Les membres et sympathisants étaient réunis à Ouagadougou. Plusieurs activités étaient inscrites à l'ordre du jour. Evelyne Dabiri. C'est en présence d'éminents hommes de lettres et d'auteurs confirmés que la sagesse, la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs, a fait sa deuxième rentrée littéraire. Cette rentrée a fait l'état des productions littéraires et scientifiques de l'année écoulée. La moisson est particulièrement abondante cette année grâce au don du patrimoine documentaire que la famille de Feu Sékou Tall a décidé de se dessaisir au profit des archives et de la Bibliothèque nationale. Cet ancien éducateur et instituteur né en 1914 à Bandiagara au Mali est décédé en 1998 au Burkina Faso en laissant pour la postérité plus de 800 ouvrages de tout genre. Cette rentrée littéraire de la sagesse qui fait coïncider la remise de ce patrimoine est aussi une occasion de rendre hommage à cet éminent homme de lettres, à cet homme exceptionnel, à cette plume généreuse et agréable, selon Maître Passéré, qui ne tarit pas d'éloges pour Feu Sékou Tall. C'est dire que votre présence ici honore certes l'intéressé qui est un de vos compatriotes, un de nos compatriotes parce qu'il était surtout africain, et a lutté comme Amadou Hampâté-Bâ pour toute la culture africaine. Mais votre présence ici salue la mémoire de l'intéressé et donne une autre dimension à notre cérémonie et à ce qui a été fait pour la préservation de sa mémoire. Pour cette édition, diverses activités sont au programme, dont le lancement officiel des Kalamou pour primer les œuvres les plus achetées, les plus lues et les plus demandées en bibliothèque. On parle du sport et du cyclisme avec le Tour du Faso. L'Algérien Adil Barbari a remporté aujourd'hui la 4e étape du Tour du Faso, longue de 128 km couru entre Tinkodogo et Fadangourma. Le maillot jaune reste sur les épaules du Burkinabé Abdul Aziz Kaboré, nouveau leader de la compétition depuis hier dimanche. Justement, hier, c'est l'Ivoirien Isiaka Cissé qui a remporté l'étape, le fil de la course avec Victorien Marie. Cette 3e étape Kouloubila-Tinkodogo, longue de 137 km 600, est au regard des différents classements établis après la 2e étape, celle de tous les dangers pour les porteurs des maillots les plus convoités de l'épreuve. En effet, 13 secondes seulement séparent Isaka Kaboré, le maillot jaune, de Florian Smits de la Hollande, le vert. 59 coureurs cyclistes ont pris le départ de cette étape, l'étape du centre S du 27e Tour cycliste international du Faso. Ce sont les Burkinabés et Algériens qui entrent matinalement en action. Des soubresauts bien contenus dans un verre d'eau. Puis un groupe de 13 coureurs dispute le premier sprint intermédiaire de Moptedo, remporté par le Burkinabé Sédou Bamogo devant Damien Tekou du Cameroun. Dès lors, le peloton enregistre les attaques de tous parts et la conséquence la plus significative est celle-ci. 11 coureurs, dont 6 Burkinabés, 2 Camerounais, un Ivoirien, un Algérien et un Allemand, sont portés à l'avant de la course. Ils creusent l'écart avec le reste du peloton. Au deuxième point chaud situé à Zorgo, le Camerounais Damien Tekou est le plus prompt devant Abdulaziz Nikiema et Rasmane Ouedraogo du Burkina. Les 11 garçons dans le vent, roue contre roue, continuent de creuser l'écart. Le classement du dernier sprint intermédiaire de l'étape à Koupela se présente comme suit. Aziz Nikiema en tête, suivi de Rasmane Ouedraogo. Et à l'allure où vont les choses, Isaka Kaboré en maillot jaune après 2 étapes, bien discret dans le gros du peloton, perdra son maillot. Autrement dit, le nouveau patron de l'épreuve sortira du groupe des 11 et réduit à 8 coureurs à 5 km de l'arrivée. Sur la monticule et à 500 mètres de l'arrivée, le plus craint et attendu de l'équipe ivoirienne règle ses comptes. Isiaka Cissé, pas au sprint, Rasmane, Aziz et Yacouba Yamégo réunis. Isiaka Cissé, comme nous l'avions prévenu hier,
est un compétiteur à prendre donc au sérieux. Il y avait Rasmani qui avait attaqué au début. Et moi j'ai attaqué, je l'ai rejoint et quand je suis rentré sur lui, j'ai dit bon c'est le moment d'y aller, on y va. Donc Aziz il était dans ma roue et il y avait quelques coureurs qui étaient là, donc je n'ai pas réfléchi, j'ai roulé à bloc. Il a parcouru la distance de 137 km 600 en 3 heures 15 minutes 21 secondes, soit une vitesse moyenne digne des grandes courses de 262 km/h. Au classement au temps et au point, le jeune loup aux dents longues Abdulaziz Nikéman du Burkina est le nouveau leader en vert et en jaune. Malgré donc les zones de turbulence, le Burkina Faso contrôle toujours la situation. Kabri Saka, il avait le maillot jaune, c'est un Burkinabé, moi aussi c'est un Burkinabé. Donc il suffit seulement qu'un Burkinabé porte le maillot jaune, n'importe qui peut porter le maillot jaune et on travaille pour lui. Donc je crois que hier il avait un problème de main, il avait la main il avait mal à la main. Donc aujourd'hui c'est pas sûr qu'il allait pouvoir tenir. Donc on avait décidé d'attaquer aujourd'hui. Demain lundi, le peloton partira de Tinkodogo pour Fada Ngourma, une distance de 128 km. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Je vous retrouve demain.